Et donc on est reparti pour une vidéo de potager, comme chaque semaine. Et regardez ça, regardez-moi la couleur de tout ça, c'est magnifique, il y en a partout. Donc c'est marrant, chaque semaine il y a une thématique. Il y a eu la semaine à courgettes, la semaine à patates, et donc là ça va être une semaine thématique tomate, hein. Il y en a partout, donc ça va nous occuper. Et elles sont belles, hein. Franchement, mine de rien, avec ce qu'elles ont traversé, elles s'en sortent pas si mal. Allez, j'ai posé un peu devant, je vais faire le malin. Regardez ça là. Hop. Il y a de tout là, de la cœur de bœuf, de la nord de Crimée. Regardez par là. On va en ramasser. Et il y a même encore un peu du reste, hein. Il y a des courgettes, des patates, plein de choses. Donc voilà, une bonne semaine qui s'annonce. Bonjour, je suis la fille et la femme du potagiste. Comme le potagiste est au travail, c'est nous qui faisons la récolte. Aujourd'hui, il y a plein de tomates à faire. On va peut-être faire un peu de sauce tomate. On va voir sur les autres planches un peu, quand même, parce que il y a plusieurs planches, plusieurs plates-bandes si vous préférez. Et puis donc, on a plein de tomates partout. Voilà, tomate, 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 tomate. Et voilà. On va continuer la récolte. Bon, donc dans cette vidéo là, je vais essayer de vous faire un petit tour de jardin rapide, mais relativement rapide, parce que je pense que il n'y a pas de grandes nouveautés à raconter là sur le jardin. Juste vous montrer l'évolution des cultures. Et puis je vais essayer de répondre à vos différents commentaires, qui sont nombreux d'ailleurs, hein, je vous remercie, hein, moi je les lis avec plaisir. Et c'est toujours intéressant d'avoir vos retours, et puis vous donnez plein d'idées, vous répondez à mes questions et tout, c'est vraiment super intéressant. Juste pour ça, les vidéos, ça vaut le coup de les faire. Et donc le premier commentaire là, auquel je vais répondre, c'est un commentaire là, qui me dit que je sous-estime le prix des légumes par rapport à la qualité des légumes en bio. Alors que je compte généralement les légumes, par exemple les patates, j'ai compté ça à 1 € le kilo. Une courgette, je compte ça à 1,50 € au prix en fait du supermarché en pas bio, quoi. Et donc l'idée derrière cette logique là de compter les légumes comme ça, c'est pas du tout de sous-estimer ma production, mais c'est vraiment en fait c'est plus dans l'idée de montrer à des gens qui auraient des petits moyens, je sais pas moi, quelqu'un au SMIC par exemple, mais qui aurait un bout de jardin, qu'en faisant le potager, à raison d'une demi-journée à une journée par semaine, c'est-à-dire sur l'année en gros l'équivalent de 25 jours de travail, quelque chose comme ça, mais qu'en fait on arrive à 500 € sur l'année, peut-être même 1000 € hein, si vraiment on s'en sort bien. Et que c'est l'équivalent de quasiment d'un mois de salaire, enfin entre 2 semaines et un mois de salaire. Donc c'est des gens qui de toute façon n'iraient pas au Biocop c'est bon pour acheter le kilo de tomates à 6 €. Et l'idée ouais, c'est vraiment de dire qu'en sortant un peu les doigts, plutôt que de pleurer sur le pouvoir d'achat, qu'en sortant un peu les doigts, on peut faire 5 € de l'heure au potager, quoi. En plus c'est agréable, ça fait vraiment du bien à la tête. Et sans parler en plus de la qualité des légumes qu'on a derrière, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète. Mais cette démarche-là, par exemple, Olivier, dans sa chaîne, il explique très bien le côté qualité des légumes. On le ressent très bien, il l'exprime beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Moi, c'est plus une approche un peu comptable, un peu rat de terre, quoi, mais qui, je pense, à mon avis, peut être très intéressante pour des gens d'avoir une idée de qu'est-ce que ça rapporte en fait de faire le potager, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Des gens qui n'ont pas du tout de lien avec ça, un peu comme moi, hein. Moi j'y connaissais rien du tout, personne ne m'a jamais rien expliqué, j'ai tout appris avec internet. Et puis en fait, en plus d'être agréable, ouais, voilà, c'est de voir les euros s'accumuler chaque semaine, c'est assez impressionnant. Donc ne serait-ce que pour cet aspect-là, en fait, l'idée c'était vraiment de montrer que en sortant un peu les doigts, on arrive à mettre un peu de beurre dans les épinards, quoi. Voilà, ça c'était pour le premier commentaire. Alors j'ai eu un autre commentaire aussi, alors, pas sur internet, mais des gens au boulot qui regardent mes émissions. Comme quoi il faudrait quand même que je nettoie mes allées, que c'est dégueulasse. Parce que voilà, il y a de l'herbe, quoi. Et effectivement, il y a de l'herbe. Sauf que voilà, on est en août. On est en août et c'est quand même la période de l'année où c'est le plus sec et les planches ont le moins de chances de s'abîmer, quoi. L'idée de vraiment nettoyer les allées, c'est en priorité surtout pour protéger les planches
de l'humidité. Et là on est en août, il fait hyper sec. Donc c'est la période de l'année où ça pousse pas très vite et où les planches risquent pas grand chose. Donc va falloir que je nettoie au moins encore une fois dans l'année, là, ça c'est sûr. Parce que là c'est trop haut, ça commence à dépasser les planches. Et puis bon, ça dépend, là c'est l'arrière du potager, là j'ai toujours du mal à venir nettoyer ici. Là j'avais déjà plus nettoyé. Mais ça repousse vite. Et ça me prend pas mal de temps en fait, hein, de gérer les allées. L'enherbement des allées, je vous expliquais ça dans la vidéo de la semaine dernière. Enherbement des allées qui après gagne à l'intérieur des plates-bandes en passant sous les planches. Donc ça c'est vraiment le gros inconvénient de ma méthode, je pense que c'est ça. En plus bon, du travail au départ pour installer tous les bacs, et le coût en plus, puisque bon c'est quand même pas négligeable, on a un peu plus de 10 € par bac. Hein. Donc par exemple la première année de culture elle va servir à rentabiliser les bacs, hein, à rembourser les planches et tout et tout. C'est pas obligatoire, hein, c'est pas du tout une technique obligatoire. Moi après j'ai un sol vraiment très dur, j'ai pas, enfin l'idée avec les bacs c'est vraiment de travailler du coup dans des zones de culture où là-dedans je mets un peu ce que je veux. J'avais rempli ça de compost et tout donc c'était vachement plus pratique. Par contre voilà, faut se battre contre l'enherbement. Quand je vois les gens qui ont des potagers à plat comme toujours un Olivier par exemple ou David et Linda, qui ont une grande planche maraîchère là, je sais pas, qui doit faire 8 mètres sur 10, un truc comme ça. Là effectivement c'est beaucoup plus simple en termes de gestion de l'enherbement, parce que moi en permanence il faut que je lutte contre les allées qui essaient de re-rentrer dans les plates-bandes. Donc voilà, j'ai peut-être essayé des choses aussi en termes de... avec de l'assure, si j'ai essayé de créer des fins d'azote au niveau des allées pour empêcher l'herbe de repousser. Donc je vais voir, je vais faire des petits essais comme ça, si j'arrive à calmer l'herbe avec de l'assure. Après l'idée quand même c'est d'avoir un potager un peu vert. J'ai vu des potagers très minéraux, avec des allées très... où il n'y a pas d'herbe, et le côté avoir de l'herbe dans le potager, je trouve que c'est joli, puis mine de rien quand je calcule le temps que ça m'a pris en termes de gestion de cet enherbement, je suis à moins d'une journée de travail sur l'année. Donc c'est quand même une journée de travail sur l'année, hein, c'est pas rien, mais dilué sur toute l'année quoi. Et bon, voilà, faut le savoir, c'est un coût de la méthode en termes de temps, c'est gérer l'enherbement quoi. Mais bon, il n'y a pas de méthode parfaite, et puis surtout moi ça me permet de pas cultiver directement dans ma terre qui est trop difficile. De bien délimiter les zones de culture et voilà, de pouvoir avoir ce genre de choses quoi. Si je devais faire à même le sol, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà. Bon alors un autre des commentaires que j'ai régulièrement aussi, sur la qualité des vidéos et surtout la qualité sonore. Surtout quand je parle pas face caméra. Alors là effectivement, je constate moi-même qu'effectivement on n'entend rien à ce que je dis. Et bon, il va falloir que je fasse peut-être que j'arrive à trouver un logiciel qui permette d'étalonner le son entre les vidéos où je parle à la première personne et les vidéos où je me filme, parce qu'effectivement la qualité sonore est pas la même. Et voilà, surtout il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de parler à l'envers, parce que là effectivement quand je fais ça, vous entendez pas, et le son est très mauvais. Après, il y en a qui me parlent de mettre des micros, des choses comme ça. Moi je fais ça avec mon petit téléphone Huawei dans le jardin. L'intérêt de ça, c'est que le téléphone je l'ai toujours dans la poche, quand j'ai un truc à dire, j'ai qu'à le sortir et c'est parti en film. Il n'y a pas besoin de logistique particulière, ça me permet de faire des petits commentaires en spontané. Et du coup les vidéos me prennent quand même pas trop de temps à réaliser, parce que j'ai quand même un emploi du temps bien chargé. En plus là, il faut que je gère un déménagement en ce moment là, donc ça fait beaucoup de choses. Donc voilà, je vais essayer de faire un effort un peu sur la qualité du son. Après pour ce qui est de la qualité de l'image, j'essaie de faire ce que je peux. J'ai l'impression que ça dépend pas mal de YouTube et du nombre de vues. Au départ les vidéos ont une assez mauvaise qualité, puis plus le nombre de vues augmente, plus la qualité augmente aussi. Je pense que YouTube doit ajuster en fait la qualité d'encodage en fonction du nombre de vues. Bon, enfin bon, en tout cas, j'ai bien compris qu'il y avait un problème avec le son. Je vais essayer de faire un effort là-dessus et d'arrêter de tourner la tête quand je me filme comme ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer les haricots haram. Regardez ça comme c'est joli. Ça grimpe bien, hein. Là, il commence à y avoir les fleurs dessus, donc je pense qu'on va bientôt ramasser. Ah, puis alors dans les choses dont je voulais parler également aussi, c'est pas des commentaires, mais plutôt des non-commentaires. Parce que chaque semaine, j'ai toujours un ou deux ou trois pouces rouges. Et des gens qui mettent un pouce vers le bas, alors bon, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me dire que s'il vous plaît pas, que je puisse essayer de voir
si effectivement il y a quelque chose qui va pas, ou si c'est juste un problème de, enfin, une histoire de ligne éditoriale ou ma manière de faire qui vous va pas et tout. Mais qu'on en discute, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même mettre vos pouces rouges, il n'y a pas de souci, mais c'est toujours bizarre de voir des pouces rouges et on sait pas pourquoi. On aimerait savoir pourquoi la personne a mis un pouce rouge. Voilà. On est parti pour le petit tour rapide du potager. Alors voilà, je vous montre. Là, typiquement, c'est le potiron. Et on voit que ça a du mal à repartir au bout. Hein. Ça a vaguement fait une ou deux feuilles de plus. Mais j'ai l'impression qu'en termes de photosynthèse, il n'y arrive plus. Donc là, le potiron commence à rougir, mais celui-là, par exemple, a réussi à repartir. Il a refait des nouvelles feuilles. Là, on voit bien aussi, là. Par contre, lui, il avait un potiron aussi, mais il a été perdu, du coup, dans l'affaire. Donc celui-là, il a plus de fruits. Il a des feuilles, mais pas de fruits. Celui-là, il a un beau fruit, mais pas de feuilles. Donc voilà, c'est compliqué. Alors ça, c'est les melons ou les pastèques, je sais jamais trop. On verra. Donc là, pareil, toujours pas de fleurs là-dessus. Donc ça fait des feuilles, mais toujours pas de fruits. Là, pareil, pas de fruits. Là, il y a des fleurs, mais c'est tardif. Hein. Et par contre, on voit bien, ça refait des feuilles et tout, ça se recolonise bien le terrain. Donc ça repart. Hein. Celui-là, il est un peu plus petit, pas de fleurs non plus. Mais celui-là, il est tout petit aussi. Pas de fleurs. Au niveau des tomates, donc on ramasse beaucoup. On a déjà ramassé 8 kilos hier. Et là-dessus, on continue à en ramasser. Et il va y en avoir pas mal en fait. Hein. On va avoir une belle récolte de tomates quand même cette année. Par contre, comme je disais, une fois qu'elle aura été faite, à mon avis, il n'y aura pas de suite derrière. Quoi. Alors au niveau des poireaux, là, ils poussent, mais je me demande s'il ne faudrait pas que je les repique. Parce que je les ai vraiment repiqués tout petits. Et donc ils risquent de faire pas beaucoup de blanc. Donc je sais pas s'il faudrait pas que je fasse la technique. Là, on fait un grand trou. Et on dépose, après avoir rhabillé le poireau, on le dépose au fond. Après il y en a qui commencent à être gros quand même pour faire ça, je sais pas trop. Je pense que je vais laisser comme ça, je vais essayer comme ça. Et puis par contre peut-être sur les plus petits là, je vais essayer effectivement de repiquer, enfin je sais pas, je vais voir si j'ai le temps. Donc les betteraves, ça reprend un peu vie après ce que ça a subi après la grêle. Niveau poivron et piment, on est pas mal du tout, c'est joli. Alors par contre je les laisse un peu plus grossir, je crois que je les ramasse trop petits en fait, c'est pour ça qu'ils pèsent pas grand chose. Donc je les laisse grossir. Je crois que je les ramasse trop petits. Donc là on a des tomates. Donc là maintenant toutes les plates-bandes de tomates sont rouges. Là ça va pousser partout. Alors les courgettes qui continuent de donner, pareil on en a ramassé. Elles récupèrent pas trop mal, elles refont des nouvelles feuilles d'ailleurs. Des nouvelles fleurs et tout, donc la récolte n'est pas finie. Donc là haricots à rame qui continuent de grimper. Ceux-là sont plus à l'ombre et on voit qu'ils ont plus de mal. Hein. Ils sont vachement plus en retard par rapport aux autres. Donc là-dessus, sur cette planche-là, il y avait aussi des concombres là, sur le filet à ramer. Donc ceux-là, ils sont en fleurs, là. Il y a des fleurs partout. Donc des concombres qui arrivent. Donc là, c'était les aubergines. Les aubergines, vous voyez, il y a des fleurs. Il y a des fleurs, des débuts de fruits là-bas, là, tout kiki là. Donc c'est en retard, mais ça vient quand même. Peut-être pour une question d'ensoleillement, là, justement, ici aussi. Donc là, vous voyez même une petite tomate cerise là qui arrive. On a ramassé 200 grammes de haricots aussi là-dedans. Donc on est pas mal. Voilà. Là, les courgettes. Donc regardez là. Ça continue, ça vient un peu tout le temps des nouvelles. Donc les haricots là que je pensais que c'était mort. Mais finalement, vous voyez, c'est plein de fleurs et tout. Et on en ramasse. Un petit concombre là qui a réussi à reprendre vie un peu quand même après ce que ça a subi pendant la grêle. Mais alors les concombres, je pense que c'est en fait ce qui a le plus souffert au niveau de la récolte. Alors là c'est pareil, c'est un concombre, là il est plein de fleurs. Il est en train de pousser sur la bâche là. Je vais le laisser s'étendre là-dessus justement. Il sera bien. Voilà. Il va avoir toute la bâche pour lui tout seul, il devrait être bien. Et là c'est pareil, là on voit ils refont des nouvelles feuilles et tout, mais c'est parmi les plantes qui avaient le plus souffert de la grêle en fait. Donc sur les concombres on a pas mal de retard au niveau de la récolte. Mais bon, ça arrive, il y a des petits concombres partout. Hop là, pardon. Et là, il y en a un joli là qui arrive. Voilà, voilà. Donc ça c'est sur la partie fruits d'été. Vous voyez qu'on est quand même pas si mal que ça. Alors sur les tomates, je lutte plus trop contre le mildiou. Je laisse maintenant, là je vais laisser gérer ça en extinction.
Surtout que j'ai vu la dernière vidéo d'Olivier là où il montre ses tomates colorées là de différentes espèces et je vois que lui c'est pareil, toutes ses feuilles sont tachées, que ça le stresse pas plus que ça. Je pense que je me stresse beaucoup en termes de propreté des cultures comme dans les plates-bandes là. J'arrête de lutter contre le chien-dent. Je veux dire un petit machin comme ça, il va pas aller empêcher la tomate là de pousser quoi. Donc je laisse les plates-bandes commencer à s'enherber gentiment. Et puis on utilisera l'outil bâche après pour calmer tout ça. Vous voyez là, typiquement là sous la bâche j'en profite. Je vous montre, attention là, ça risque de pas être super ragoûtant mais voilà, regardez, sous la bâche. C'est caché, en plus on le voit pas, mais tous les déchets de compost et tout ça, je les cache là-dessous. Et donc ça composte très bien. Donc voilà, les haricots qui là sont vraiment bien poussés. Regardez là-haut, là ils débordent là maintenant. Ils sont arrivés tout en haut et ils dépassent. Donc les tournesols qui régalent les abeilles. Donc niveau patates là, je pense qu'on est arrivé pas mal au bout de la récolte. J'en ai encore ramassé hier, 3 kilos. Donc je pense que là sur les patates on va arriver au bout. Je vais essayer de finir ça dans le week-end si j'ai le temps. Et donc oui, ici j'avais une sorte de, je pense que c'est un concombre ou une courgette qui a poussé spontanément là. Je l'ai jamais planté ça. Et par contre elle a les feuilles toutes blanches, donc elle a chopé l'oïdium j'ai l'impression. Mais ça n'a pas l'air de trop la déranger. Donc je la laisse pousser. On commence à... Voilà. Elle vit sa vie. Niveau carottes, j'en ai pas ramassé cette semaine. Pareil, ça vit sa vie. On a eu quelques petites framboises. On a ramassé 5-6 comme chaque semaine. C'est pas la grosse éclate de framboises, mais bon ça a été repiqué cette année, c'est normal que ça vienne doucement. Et là vous voyez il y a un figuier là aussi derrière qui est en train de pousser, donc celui-là je le laisse bien. Donc les choux, pas de soucis particuliers. Ça suit sa route. Par contre je vois toujours pas venir de choux. Ça fait de la feuille, mais je vois vraiment pas venir de choux, donc je serais curieux de savoir comment c'est censé se passer. Peut-être le chou rouge, là on voit que c'est en train de paumer un peu là au cœur là. Alors les choux-fleurs, je vois rien du tout venir. Alors ça voilà, les plates-bandes de semis, c'est là qu'à la rigueur je vais avoir du boulot que je pourrais pas y échapper. Il y a pas mal d'enherbement. Là je peux pas laisser le chien-dent s'installer là, donc il faut vraiment que je nettoie ça. Donc là les plates-bandes de semis, je vais devoir y passer du temps. Et alors un des soucis de ces plates-bandes là papayer, c'est les attaques d'altise. On voit que les feuilles se font manger, hein. Les petits trous là partout dans les feuilles. Ça c'est les altises. Et François Mullet expliquait bien que dans ses vidéos, quand c'était paillé en fait le sol, il n'y avait pas de problème d'altise. Et là comme il n'y a pas de paillage, bah, du coup il y a de l'altise. Voilà. Donc là, tous les semis que j'avais refait. La semaine dernière j'avais fait des semis de courgettes aussi, ils sont sortis là. Et j'ai toujours ces plantes là aussi qui ressortent là. Donc ça c'est, je sais pas, c'est une sorte de chien-dent très particulier. J'en ai de partout là. Donc ça je me bats un peu contre ça aussi. Donc je pense que les plates-bandes de semis c'est pareil, chaque année il va falloir que je les déplace parce qu'au bout d'un moment ça va finir par s'enherber. Puis de toute façon l'an prochain ils partiront de l'autre côté, hein, comme j'ai expliqué. Mais je pense que l'outil bâche régulièrement pour calmer le chien-dent et tout, ça va être efficace. Donc là, les salsifis, les maïs, encore des maïs, le basilic qui est beau, hein. Franchement le basilic, il va falloir peut-être qu'on ramasse là d'ailleurs, peut-être qu'on congèle. On en a beaucoup là. Oula, celui-là il a eu soif. Ou alors il s'est fait manger peut-être, je sais pas. Et donc là j'avais fait des semis de courgettes là pour rattraper après la grêle. On les voit là, ils sont bien partis. J'avais fait des concombres aussi, mais alors le concombre c'est une partie beaucoup moins bien quoi. Et on voit également que du coup les blettes là que j'avais taillées, eh ben elles repartent. Donc ça c'est bon à savoir, c'est que les blettes quand on les taille en fait ça repart derrière. Comme ça il restait quasiment pas de feuillage dessus, hein. Et ben ça refait des nouvelles feuilles. Donc en fait les blettes, si on les coupe intégralement, parce que moi j'avais tendance à couper que les feuilles du bas et puis à laisser la tige principale monter. Et ben les feuilles du côté à laisser les feuilles centrales monter, et donc ça finit par monter en graines, et là c'est la plate-bande que j'avais ici, puis j'avais mis les graines partout. Mais en fait si je coupe tout à la base, et ben ça repart et ça refait des feuilles. Donc c'est bon à savoir, je serais curieux de savoir combien on peut faire de récolte sur une blette du coup. Mais c'est bon à savoir, du coup les blettes je vais faire comme ça, et j'aurais besoin de beaucoup moins en faire pousser. Si avec une blette je peux récolter 2-3 fois. Enfin voilà. Donc c'était le petit tour du potager qui se répare gentiment de la grêle, doucement mais sûrement.
La capacité de la nature à récupérer est assez impressionnante quand même. Ah aussi, je vous ai pas montré, j'ai ce gros tournesol au fond là aussi, je sais pas si vous le voyez. Mais il est tout tordu. Je sais pas pourquoi, l'an dernier j'en avais un magnifique là, qui avait fait un tronc énorme. Mais celui-là visiblement il supporte pas son propre poids. Il tire la tête tout le temps. Vous voyez ? Donc je sais pas pourquoi, à quoi c'est dû. J'ai mis de l'eau pourtant, c'est bien arrosé. Après les feuilles ont subi les dégâts de la grêle, on le voit. Hein. C'est peut-être un problème de capacité à faire du sucre, je sais pas. Donc ouais, comme je vous disais, quand même ça a bien récupéré de la grêle. C'est assez impressionnant. Et voilà. C'était le petit tour du potager. Je vous ai à peu près. Ouais, je vous ai tout dit. On a tout vu. Et voilà, c'était la dernière récolte de patates pour l'année. Donc voilà, pour les patates, cette année c'est terminé. J'ai pesé ça. Et j'ai commencé à bâcher les dernières planches à patates, sauf celle-là, parce que j'ai une sorte de courgette qui pousse au milieu. Donc du coup, je sais pas trop comment la bâcher. Et voilà, ça, c'est terminé. Ok, donc là je vous filme la dernière récolte de la semaine. Donc un peu de poivron, beaucoup de piment, du basilic, beaucoup de tomates aussi. Des belles tomates là, un peu abîmées, mais alors elles vont être bonnes. Hein. On n'arrête pas d'en manger, c'est fou, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous vend dans le commerce, c'est incomparable. 3 petites courgettes, je les ramasse petites parce que ça sert à rien d'avoir des kilos de courgettes, on sait plus quoi en faire. Voilà. Donc encore une bonne récolte. Donc voilà, c'était la dernière récolte du mois de juillet. Une bien belle récolte encore. Et donc moi je vais vous dire à la semaine prochaine pour la première récolte de août. Et à bientôt.